Des universités analysent la corruption des journalistes. Mesdames et messieurs, actuellement, les principaux médias d'Allemagne sont frappés de plein fouet. Les Allemands voient les États-Unis de manière plus critique que jamais et ils veulent se soustraire au diktat permanent de la force d'occupation américaine. Les Allemands sont véritablement excédés, surtout du bellicisme, par exemple celui du journal Phase. De son côté, Gabor Steingart, rédacteur en chef de Handelsblatt, compare les médias du bellicisme à des hooligans. Et puis est édité un nouvel ouvrage pratique dans lequel, pour la première fois dans les régions de langue allemande, on montre avec des noms, des faits et preuves à l'appui comment les médias dirigeants graissent la patte aux journalistes pour qu'ils fassent des reportages favorables à l'Amérique. Le nouveau best-seller Gekaufte Journalisten, journaliste soudoyé, chez l'éditeur Kopp, éclate comme une bombe, non seulement dans les milieux des médias, mais aussi dans plusieurs universités. Celles-ci veulent étudier des exemples concrets d'articles soudoyés cités dans ce livre et se trouvant dans des journaux renommés comme le Phase. Ils veulent vérifier de manière scientifique les reproches bien documentés du best-seller. C'est également le grand public qui apprend maintenant comment des journalistes renommés, qu'ils connaissent de la télévision, de la radio ou des journaux, ont signé des contrats de toutes sortes qui n'ont rien à envier aux ordres des dictateurs de l'ancienne RDA. Cela vaut la peine de dévoiler les choses. À l'occasion de ce développement positif, Klagemauer TV a pu réaliser une interview personnelle de l'auteur du best-seller, le professeur Udo Ulfkott. Chers téléspectateurs, aussitôt après, vous verrez une prise de position claire d'un politologue allemand, journaliste et essayiste qui est sorti de son silence pour révéler les machinations des services de renseignement et des médias de masse. Celui-ci devrait avoir pour cela la réputation d'être un héros de notre temps. Journaliste acheté. C'est le nouveau livre du professeur Udo Ulfkott. Bien que le livre ne soit publié que depuis 6 semaines, il a déjà provoqué énormément de remous. Il attaque de façon extrêmement concrète et virulente des maisons de presse allemandes reconnues qui ont la réputation d'être sérieuses. Le professeur Ulfkott n'est pas tendre avec elles, il parle de corruption, de manipulation et de duperie vis-à-vis du public. Nous sommes heureux d'accueillir M. Ulfkott à Klagemauer TV. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Votre livre est sur le meilleur chemin pour devenir un best-seller. Il est bien perçu même à l'étranger. Vous venez de terminer une interview par Skype avec la Turquie. Des demandes de licence pour des traductions vous arrivent en provenance de Suède, de Russie et même de Chine. Vous attendiez-vous à cela? Non, absolument pas. C'est tout nouveau. En 1997, j'ai écrit mon premier livre pour le plaisir. Ceci n'est maintenant pas de la pub. S'il vous plaît, ne l'achetez plus, c'est périmé depuis longtemps. Sur le thème des services secrets étrangers allemands, Service fédéral de renseignement. Ce livre de même a été mis relativement vite sur la liste des best-sellers de Spiegel et il a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Par la suite, j'ai écrit beaucoup de livres, probablement plus de 30, dont quelques-uns ont été mis sur la liste des best-sellers. Mais je n'ai jamais vécu ça. Je ne m'attendais même pas à ça, que ce livre-ci vraiment... Les licences ont été vendues à la Russie, à la Hongrie, on les demande de Turquie, comme vous l'avez déjà dit, même de Chine et de beaucoup d'autres pays. Ça, je ne m'y attendais pas. Ensuite, qu'il y ait des interviews à l'échelle mondiale avec des chaînes renommées. Hier, j'ai parlé avec la radio australienne. J'ai eu des interviews avec les États-Unis et jusqu'à la Nouvelle-Zélande. De par le monde, beaucoup d'interviews, évidemment, avec la Russie et d'autres pays. Tout cela, je ne l'avais encore jamais vécu. Et à contrario, ce qui m'étonne, c'est la résonance sur le pas de ma porte, la résonance ici en Allemagne, car je m'attendais à ce qu'il y ait un tollé dans les médias de langue allemande. Si quelqu'un dit, tout concrètement avec des noms, ici il y a des journalistes achetés, des journalistes soudoyés, ici les couvertures médiatiques ne fonctionnent pas comme il faudrait, et évidemment c'est moi-même. Moi je me lève le premier, je dis, j'étais soudoyé, j'étais acheté, et j'explique tout d'abord comment cela se passait chez moi, et après je dis, et voilà les autres. Et à présent c'est encore comme ça. Et j'ai honte de ce que j'ai fait. Mais nous devrions quand même regarder aussi chez les autres. Je trouve concernant qu'en Allemagne, on fasse l'autruche. On pourrait le gérer de manière très controversée, on pourrait dire « où sont les preuves ?» ou « maintenant poursuivons celui-là en justice ?» Peu importe, mais qu'il n'y ait en fait aucune réaction du tout. Bien que ce livre soit 5e sur la liste des best-sellers du Spiegel, les grands médias que j'attaque se taisent alors qu'il y a une vague géante à l'étranger. Tout ça, je ne m'y attendais pas.
Est-ce que vous avez une explication? Oui, bien sûr, j'ai une explication. Évidemment, j'ai longtemps réfléchi parce qu'au début, j'ai pensé, ce n'est pas possible. J'ai noté, je ne fais pas maintenant la pub pour ce livre, j'ai noté beaucoup de notes en bas de page, plus de 600 notes de bas de page avec des preuves pour chaque affirmation. Parce que tout ça est juridiquement très délicat. Si je dis à quelqu'un, celui-là il est corrompu, si je dis Werner Sturbeck de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le FAZ, correspondant économique à Düsseldorf, celui-là il est corrompu, celui-là il se laissait graisser la patte, par exemple pour un reportage sur ThyssenKrupp, et je cite encore des centaines d'autres noms, dans ce cas celui-là il pourrait venir et il pourrait me poursuivre en justice et dire « il doit maintenant le prouver ». C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de notes en bas de page et j'ai essayé de tout prouver ainsi. Et l'explication pour moi c'est... L'explication pour cette ignorance, ils ont demandé évidemment, tous les juristes, ces centaines de journalistes que j'ai attaqués là, qu'on dise, d'un point de vue juridique, nous n'avons aucune chance si nous intentons une action contre lui. Je n'attaque pas seulement les journalistes, je donne les noms des agents de liaison de la CIA avec les journalistes allemands. Je cite les pages Internet où on peut regarder des photos d'eux. Sur ces entrefaites, ces gens-là ont été retirés, ils ne sont plus là. Et puis, j'ai aussi pensé qu'il y aurait une réaction du côté des services secrets. Par le passé, j'ai eu 6 perquisitions avec le reproche de suspicion de trahison d'un secret. Les procédures ont toujours été arrêtées sans résultat. Mais j'avais pensé qu'il y aurait relativement vite une autre perquisition. Je connais ce petit jeu. Si on est gênant et qu'on dit la vérité, on reçoit des perquisitions, mais il n'y a eu ni perquisition ni plainte. Détourner les yeux tout simplement? Oui, c'est évident. Ils ont été pris la main dans le sac. Vous allez si loin que vous dites que 2 tiers des journalistes sont corruptibles. N'est-ce pas un peu exagéré? Alors, c'est exprimé dans un sens très large, chez moi, le terme de corruption. Parce que maintenant, autrefois, ce n'était certainement pas comme ça. Autrefois, je faisais complètement partie de ce groupe où on prend tout ce qui est bon à prendre. Maintenant, j'utilise le terme de corruption et se laisser acheter dans un sens très large. Cela veut dire, quand je dis 2 tiers, j'inclus tous ceux qui profitent déjà des avantages de la presse. Tout ce dont le citoyen moyen, monsieur tout le monde, ne peut pas profiter. Pour moi, ça va déjà trop loin. Mais ça, je l'explique dans le livre et je dis, par ces 2 tiers sont visés tous ceux qui encaissent tous les bénéfices qu'on peut ramasser grâce à une carte de presse. Mais maintenant, je ne suis plus d'accord avec cela, car il n'y a de conditions spéciales ni pour l'ouvrier du bâtiment, ni pour la vendeuse, ailleurs que dans leur entreprise, donc un secteur professionnel qui est tellement privilégié et qui trouve ça tout à fait normal. Moi, je ne trouve plus ça normal à présent, parce que celui qui offre des avantages, il attend forcément quelque chose en retour. Vous avez travaillé pendant 17 ans pour la FAZ. Vous en avez fait partie et vous venez de répéter vous-même votre citation. Vous en avez honte à présent. Comment suis-je arrivé là? Alors, évidemment, pendant de nombreuses années, 17 ans, j'ai travaillé pour FAZ et encore pour beaucoup d'autres maisons d'édition. Gruner, Unyar, d'autres maisons renommées, tout cela, je l'ai vu comme normal pendant des années. Comment en est-on arrivé là? Premièrement, au fil du temps, j'ai remarqué que j'ai soutenu des guerres. Les guerres ne tombent pas du ciel du jour au lendemain. On les planifie et surtout, on a besoin des populations qui ensuite soutiennent l'envoi de leurs propres soldats. Si 99% de la population répond par la négative, vous ne pouvez pas envoyer des soldats allemands en Afghanistan ni nulle part ailleurs. Avec mes articles, j'ai toujours accompagné les préparations de guerre. Mais je n'en ai pris conscience qu'au fil du temps. Ça veut dire, si on regarde en arrière, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, des guerres en Irak ou en Iran, toujours j'ai fait de la propagande. J'ai fait de la désinformation. J'ai fait des rapports unilatéraux parce qu'on a attendu ça de ma part. Et moi, j'étais de la partie. Évidemment, à un certain moment, j'ai réalisé que les services secrets venaient eux-mêmes dans les rédactions de la Frankfurter Allgemeine Zeitung et qu'ils formulaient les rapports à l'avance. Le BND? Le service de renseignement fédéral était régulièrement chez moi dans le FAZ et il a formulé des textes sur lesquels je n'avais qu'à rajouter mon nom. Les chefs responsables savaient. Cela veut dire que dans ce cas-là, je ne pouvais pas dire « je ne le savais pas, je n'ai pas réalisé ». C'est dégoûtant, j'en ai honte rétrospectivement, comme j'ai dit. Ça ne m'aide pas non plus de savoir que d'autres le faisaient tout comme moi et le font encore à présent. Mais au fil du temps, j'ai remarqué ensuite que nous, les journalistes,
Si nous travaillons aux médias de pointe, nous confortons des cochonneries qui ne servent en rien au peuple, mais seulement à une petite élite. Il est aussi question d'interdépendance. Vous y avez fait allusion entre des journalistes connus et des groupes de lobby d'élite comme Pont Atlantique. Les membres sont des personnalités dirigeantes du système bancaire, du système financier, de l'économie et des médias. Maintenant, on pourrait objecter et dire que pour un journaliste, les contacts informels sont des moyens tout à fait normaux d'obtenir des informations. Quel est donc votre principal point de critique? Ce que vous venez de dire, je suis d'accord. C'est sûr qu'une adhésion formelle ou un intérêt formel sont corrects. Voyez-vous, j'étais moi-même dans de telles organisations, mais ça ne s'arrête pas là. Un exemple concret. Par exemple, on ne peut plus en sortir. Je suis par exemple membre chez German Marshall Fund. C'est une organisation transatlantique pro-américaine avec, il faut le rajouter à haute voix, des contacts très étroits avec les services secrets genre CIA. Mais bien sûr, personne ne te le dit. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on est là-dedans? Concrètement, pour moi, c'était ainsi. Lorsque j'étais aux USA, le German Marshall Fund m'a mis en contact avec les services secrets américains. Et j'étais psychologiquement séduit de manière extrêmement habile. Il n'y a personne qui vient te dire « Bonjour, nous sommes de la CIA, voulez-vous nous aider ?» C'est beaucoup plus discret. Chez moi, c'était ainsi. Je n'oublierai pas, en juillet 1993, j'étais entre autres dans l'État fédéral d'Oklahoma. Là, j'ai eu une invitation du gouverneur, et c'est le German Marshall Fund qui avait organisé que je devienne citoyen d'honneur. Je n'avais rien à voir avec l'Oklahoma. Il avait tout organisé pour que je reçoive le document de citoyen d'honneur de l'État fédéral US de l'Oklahoma, où il était écrit en toutes lettres et en gras que je recevais cette citoyenneté afin qu'à l'avenir, j'informe de façon pro-américaine. Donc je n'ai pas été acheté avec de l'argent. Il existe beaucoup d'autres possibilités. Par exemple, lors du séjour à l'hôtel, on vous met une fille dans le lit. La première fois, je me suis dit que la chambre était déjà occupée, jusqu'à ce que je comprenne que c'est un système où on peut éventuellement te filmer. Et après, on essaye de faire chanter les gens. Il y a 1000 possibilités pour trouver un point faible chez les personnes. Et à un moment donné, j'ai vu clair dans leur jeu. Mais vous avez parlé de l'Atlantic Brücke et de toutes ces organisations. Lorsqu'on est dans ces organisations, ça ne s'arrête pas à écouter simplement des exposés. Un exemple concret maintenant qu'on parle de l'Atlantic Brücke. Ces groupes organisent 2 fois par an des rencontres où ni vous ni moi n'avons accès. Un citoyen normal ne peut pas y entrer. On y rassemble des journalistes des médias dirigeants derrière les portes closes, avec le commandant européen US. Ce sont les militaires les plus haut placés des Nations Unies. Tout à l'heure, j'ai parlé de planification de guerre. Et là, on explique aux journalistes quel scénario on attend pour les prochains temps dans les conflits et dans les guerres. Et là, les journalistes bien encadrés doivent accompagner et soutenir dans les reportages médiatiques. Ce qui veut dire que la crise en Ukraine a été négociée longtemps déjà avant d'avoir lieu, derrière les portes closes. Avec des journalistes, ceux-ci doivent en parler positivement, c'est-à-dire en termes pro-américains. Encore un exemple pour montrer jusqu'où ça va. Avant la guerre contre les droits de l'homme en Irak en 2003, beaucoup de journalistes qui sont membres de l'Atlantic Brücke ont signé avec le New York Times une déclaration d'engagement pour donner des informations pro-américaines. Ils ont fait un serment de fidélité envers les Nations Unies. Nicolas Buss du journal de Francfort, beaucoup d'autres encore, je crois Theo Kohl de ZDF, toute une série. Il y avait une grande annonce dans le New York Times. On savait qu'il y aurait la guerre. Quel journaliste, s'il est vraiment indépendant, se tient là avant une guerre et dit « Je suis de tel ou tel côté, je suis partial, je suis unilatéral ». Ce sont des membres de l'Atlantic Brücke ou des gens étroitement liés avec, et ils ont signé « Nous informerons de façon unilatérale ». Avec ma façon subjective de voir, je trouve que ça n'a plus rien à voir avec du journalisme sérieux. Est-ce pour cela que Poutine ne réussit pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de Poutine. Je suis persuadé que la Russie et aussi la Chine suivent certainement des intérêts et qu'ils ont des moyens et des possibilités pour influencer également des journalistes. Vu que je ne parle pas russe et que je ne suis pas dans les réseaux russes, je ne peux pas dire grand-chose sur les détails. Mais la propagande menée par les États-Unis,
Ça, c'est de la première classe. Vous trouvez presque dans toutes les rédactions chez nous la technique de propagande classique des Américains. Tout à l'heure, vous avez raconté qu'il y a eu régulièrement la visite de la BND. Et vous avez cité, entre autres, l'exemple d'attaques au gaz toxique en Libye. Savez-vous si c'était des pratiques courantes de la BND seulement avec la FATS? Ou connaissez-vous d'autres maisons de presse qui utilisent les mêmes pratiques? On n'a pas besoin de spéculer longtemps aujourd'hui. C'était et c'est ainsi non seulement pour FAZ, mais aussi pour toutes les grandes maisons d'édition. Il y a eu un rapport d'examen au Parlement fédéral allemand, dans lequel beaucoup de noms de journalistes sont cités, qui avaient un contact étroit avec la BND. Ce ne sont pas ceux qui ont eu un contact parce que la BND appelait ça comme ça une fois au bureau de la presse. Mais ces journalistes allemands avaient régulièrement contact avec la BND. Peu importe dans quelle direction ça allait ou ça irait. On peut même voir les noms. Si ça vous intéresse, il n'y a rien de secret. C'est une triste réalité dans ce pays. Et maintenant, vous supposez que votre livre devient un objet de haine de toute une branche. C'est déjà le cas. Déjà après 6 semaines. Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Comment a-t-il été accepté par la FAZ? Avez-vous des échos concrets? Oui, bien sûr. Y a-t-il eu des prises de position officielles? Une prise de position de collègues de l'époque de FAZ. Une de Klaus Peter Krauss, ex-dirigeant de la Chronique économique. Et M. Frankenberger? De Frankenberger, oui. Il a permis d'être cité dans une prise de position, disant qu'il ne se considérait pas comme soudoyé lorsqu'il a accepté l'invitation pour un voyage 5 étoiles payé par le sultan d'Oman, comme moi aussi. Parce qu'en tant que journaliste, on ne peut même pas entrer dans ce pays ou dans certains autres pays. Lorsque j'ai lu ça, nous nous connaissons très bien. Nous avons commencé ensemble en 1986. Je n'ai rien contre Klaus-Dieter Frankenberger. Il est aujourd'hui dirigeant de la politique extérieure dans le FAZ. Mais j'ai beaucoup ri. Ce qu'il a dit a aussi été publié. Beaucoup des journalistes m'ont écrit, qui exactement à la même époque où nous, car moi aussi je me suis laissé faire, où nous avons été achetés par le sultan d'Oman, le dirigeant de là-bas. Ils m'ont écrit qu'ils ne se sont pas laissés inviter, mais qu'ils y étaient allés par leurs propres moyens et qu'ils avaient informé librement. Frankenberger et moi, nous avons fermé très fort nos yeux. Nous n'avons pas écrit que dans ce pays, la police fouillait les maisons n'importe quand, sans mandat de perquisition, qu'il n'y avait pas de liberté de presse, que des personnes se faisaient torturer et opprimer. Nous avons fermé très fort nos yeux. Bien sûr que mon collègue disait ça pour se protéger. Je comprends cela. Jadis, j'ai pensé la même chose et j'ai pris tout ce que j'ai pu. C'était un sentiment formidable d'avoir été assis sur le divan du sultan. C'était quelque chose d'exaltant. Un homme qui est un milliardaire inimaginable, à qui appartient tout un pays, qui peut tout s'acheter, qui m'a montré ses voitures dans le garage souterrain, qui m'a laissé le choix de ce que je voudrais. Il allait me l'acheter. Dans l'antichambre, il y avait un agent secret britannique, un officier MI6, et ce Britannique, Anthony Asworth, m'a prévenu à l'avance. Il a dit « Le sultan est homosexuel, et s'il s'approche trop près de toi lorsque vous êtes assis sur le divan et qu'il demande « Veux-tu une Ferrari ou veux-tu une Porsche ?» Réfléchis-y bien, jeune homme. C'est avec mes mots ce qu'il voulait dire. Mais le sultan ne m'a pas demandé si je voulais une Porsche ou une Ferrari. Mais tout cela est très intéressant. Comment voyez-vous l'avenir du journalisme en Allemagne et en Europe? On n'a pas besoin de spéculer longtemps et de regarder dans une boule de cristal. On peut le dire objectivement et sérieusement. Nous voyons déjà maintenant que les gens se détournent en masse des médias classiques ou des médias dirigeants. Nous le voyons dans le fait que le Frankfurter Allgemeine Zeitung doit à nouveau supprimer 200 postes et le Spiegel, il a de gros problèmes. On peut tous les nommer, tous ceux qui n'ont pas de financement public obligatoire, comme c'est le cas pour la télévision publique. Ce qui veut dire, de nouveaux médias sont en train de voir le jour. Vous le voyez au nombre de visiteurs qui vont sur les pubs d'Internet qui, elles, ne sont plus chez les médias traditionnels. Le pronostic concret pour dans 10 ans, c'est qu'une grande partie des journalistes qui travaillent dans les médias classiques, dans les maisons d'édition par exemple, seront sans travail. Être journaliste pour les quotidiens est un métier en voie de disparition dans les médias classiques. Ce ne sera pas autrement que jadis pour les cordonniers, pour les selliers
et beaucoup d'autres métiers qui ont disparu ces dernières années. Nous aurons une nouvelle forme de journalisme. Ce qui a de l'avenir dans le journalisme, ce sont les journalistes ou les portails en qui les gens auront confiance, parce qu'ils ne se font pas rouler. Cette confiance sera incroyablement importante parce que l'abondance des propositions sera toujours plus grande et les gens se demanderont « Qui est celui qui n'informe pas par intérêt, qui n'est pas financé pour dire ce qu'il dit, ni par l'industrie, ni par la politique, ni par l'industrie pharmaceutique, ni par personne d'autre ?» Celui en qui on ne peut pas avoir cette confiance, qui a gâché ça, il est hors jeu. C'est-à-dire que l'avenir appartient aux branded journalistes, comme disent les Américains, c'est-à-dire à des personnes individuelles, à des groupes de personnes ou des portails, dont le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur sait, ceux-là, je peux leur faire confiance. Et c'est eux qui auront toujours plus de visiteurs et ainsi, ils pourront subsister. Ceci était un bon mot de la fin. Merci beaucoup. Nous vous remercions chaleureusement pour votre appréciation et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Bonne santé et au revoir. Avec plaisir. Merci à vous.